Radio Staubitz. Morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20. Au sommaire d'un jour dans le monde jusqu'à 19h, l'escale reportage, les jeux préférés des Chinois sur place, Dominique André. Eh bien là-bas, une des plus grandes puissances économiques du monde, on aime les jeux rétro. La revue de presse des correspondants, comme chaque mardi, Quentin Dickinson en Autriche et Grégory Phillips aux États-Unis. Le climat dans le monde, good cop, bad cop avec Rosalie Lafarge. Le réchauffement climatique, bilan, on peut le dire, catastrophique en 2017. Peut-on espérer mieux cette année ? Vers 18h55, Antoine Gignot nous racontera comment la Grande-Bretagne tente de tourner la page des attentats grâce à un poète. Mais d'abord, l'Afrique, loin de l'image des réfugiés économiques qui fuient un continent sans perspective, sans avenir, on va découvrir, avec notre invité, un continent africain hyperactif, en pointe dans le développement des start-up. Pierre Veille, un jour dans le monde. Samir Abdelkrim, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes entrepreneur, consultant, créateur de la plateforme Startup Bricks.com et vous publiez Startup Lions au cœur de l'African Tech, comment la révolution numérique africaine transforme le continent et change le monde. Alors ce livre, c'est le résultat de 3 ans d'enquête dans une vingtaine de pays africains. Vous décrivez sur plus de 200 pages les écosystèmes numériques en Afrique qui mobilisent des dizaines de milliers de personnes. Vous avez rencontré des centaines d'entrepreneurs, vous les avez suivis dans leur incubateur, accélérateur ou espace de coworking. Ce sont des mots qu'on a encore du mal à associer à l'Afrique. Oui, tout à fait. Disons que c'est une révolution dont on parle assez peu dans les grands médias, qui est en fait la révolution de toute une nouvelle génération, d'une jeunesse africaine qui, loin des clichés, qui monopolisent l'actualité, notamment sur la question des migrations qui existent. C'est une autre jeunesse qui, elle, a décidé de s'attaquer au cœur des problèmes de leur quotidien, de leur continent, à travers l'entrepreneuriat, à travers l'innovation et à travers justement cette volonté de créer leur propre futur à travers la création de leur propre start-up. Il y a 20 ans, personne ne parlait de la tech africaine. Qu'est-ce qui a changé ? Une mobilisation, notamment de la jeunesse africaine ? Disons qu'il y a une raison structurelle qui a été l'irruption du téléphone mobile dans les sociétés africaines. Avant, dans les années 80, 90, même avant, il y avait tout simplement pas, on pouvait pas parler de tech africaine parce que même le téléphone fixe n'existait pas. N'était pas utilisé en Afrique. Lorsque la moyenne était supérieure à 50 Européens qui disposaient d'un téléphone fixe en Afrique, le nombre sur 100 personnes n'a jamais dépassé 2 Africains qui disposaient d'un téléphone fixe. C'est l'irruption du téléphone mobile qui a véritablement ouvert un nouveau champ, une véritable explosion du numérique sur le continent. Et l'exemple le plus spectaculaire, qui revient assez souvent, mais qui montre bien comment le téléphone portable a complètement révolutionné les secteurs entiers, c'est le Kenya avec le paiement mobile, avec des applications comme M-Pesa, qui a permis à l'immensité de la population kenyane qui était exclue des réseaux bancaires, non bancarisés, de se bancariser eux-mêmes grâce au paiement mobile. Alors, dans ce livre, Samir Abdelkrim, vous donnez de nombreux exemples. Vous avez enquêté, vous avez rencontré des gens qui sont mobilisés donc pour ces start-up africaines et vous donnez des exemples de l'application, du fonctionnement de ces start-up africaines. Par exemple, dans le secteur de l'eau, c'est particulièrement efficace. Oui, tout à fait. Et il y a une région sur le continent africain où tout se joue finalement dans les 20-30 prochaines années pour l'Afrique et même pour l'Europe, pour nous, c'est la région du Sahel, où la question de l'eau, la question de l'agriculture, la question du climat, finalement, il y a plein de petits comptes à rebours là qui se jouent. Mais comment les start-up interviennent là ? Là, par exemple, une start-up qui a été la plus fascinante à mes yeux dans ce secteur, c'est une start-up du Niger à Niamey qui face à l'augmentation du réchauffement climatique, a développé une application de téléirrigation qui permet, grâce au big data, aux petits fermiers, aux petits paysans nigériens et sahéliens, de mieux irriguer leurs champs, leurs terres cultivables, et notamment de faire reculer le désert. Et cette application utilise donc l'analyse du big data, c'est-à-dire donc ce sont les indicateurs météorologiques, la vitesse du vent, notamment avec l'harmattan, pour pouvoir contrôler, grâce à téléirrigation, le débit du goutte à goutte, en fait, de la goutte qui tombe dans le sol. Et
avec toute une batterie de nanocapteurs plantés dans le sol, cette start-up a permis à des milliers de fermiers sahéliens parfois de quadrupler leur surface cultivable. Et puis dans le secteur de la santé, vous prenez l'exemple d'un hôpital au Cameroun et d'une application qui permet aux femmes enceintes d'être mieux informées et souvent de sauver leur vie. Tout à fait. Donc ça, c'est un reportage que j'avais fait dans Le Monde, parce que je suis également chroniqueur dans Le Monde, à Yaoundé. C'est une application qui s'appelle Gifted Mom, qui permet en fait d'informer au quotidien les femmes enceintes pour leur rappeler en fait les rendez-vous importants de postnatal, prénatal, les conseils par exemple comment réagir en cas d'hémorragie. Qui contacter en cas d'urgence. Et cette application, elle est utilisée à date elle a commencé, lorsque j'ai testé il y a 1 an et demi, a été utilisée par 6 000 utilisatrices par mois. Là, on a dépassé les 50 000, on s'approche des 60 000 utilisatrices, et a permis concrètement de sauver des centaines et des centaines de vies, de mamans, mais aussi d'enfants. Dans le secteur de l'électricité, c'est très important. En Afrique, vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire et une start-up qui a pour nom Solar Park. Donnez-nous les grandes lignes de son fonctionnement. Tout à fait. Donc en fait, le continent africain, c'est l'un des continents les moins électrifiés. Enfin, c'est le continent le moins électrifié. En fait, c'est une start-up qui a développé en fait un sac à dos qui se recharge à l'électricité, à l'énergie solaire, pardon, et qui permet en fait aux enfants, aux écoliers d'étudier le soir chez eux, et donc d'évacuer les lampes à fioul qui sont extrêmement polluantes, qui tuent chaque année. Il y a une étude qui a été faite, je crois, au Ghana. Il y a l'équivalent d'une ville de Lyon. Donc c'est plusieurs centaines de milliers d'habitants qui meurent du fait des lampes à fioul en Afrique et au Ghana notamment parce qu'elles sont polluantes, parce qu'elles peuvent déclencher des incendies. Et cette start-up permet en fait aux écoliers de pouvoir étudier le soir et donc de sortir du noir finalement. Vous parlez du Ghana. Au Ghana, le SMS remplace le cahier. Et là, c'est le secteur de l'éducation. Voilà. Là aussi, les startups sont très présentes. Tout à fait. Il y a, par exemple, ça, c'est une startup qui s'appelle Chalkboard, qui permet effectivement d'envoyer des contenus éducatifs innovants et à jour aux étudiants. Si on veut prendre un exemple de passage à l'échelle, c'est-à-dire où là, on est vraiment dans des effets de masse en termes d'utilisation, non pas de dizaines de milliers, mais de centaines de milliers d'utilisateurs. Là encore, c'est le Kenya qui est le plus en pointe avec une application qui s'appelle Enenza et qui permet en fait avec de l'intelligence artificielle, avec la technologie SMS, et ça, c'est le grand avantage parce qu'on peut dire SMS, ça fait pas très high-tech, mais en fait, l'immensité des Africains n'ont pas de smartphone et ont des petits téléphones à $10, de recevoir tous les jours des leçons et aussi de faire leurs devoirs, parce que de l'autre côté, ce sont les professeurs qui peuvent corriger et envoyer les résultats également par SMS. Samir Abdelkrim, est-ce que toutes ces startups africaines peuvent réussir à remplacer efficacement peut-être les gouvernements africains, souvent corrompus, incompétents, et même remplacer l'aide internationale au développement venue des pays riches? Alors, qu'il y ait un nouvel âge en fait du développement par le numérique en Afrique, et quelque part c'est un peu un an, deux après le développement. Et d'ailleurs, quand je discute avec des startups, eux ils disent, c'est qu'ils veulent pas ni remplacer l'aide au développement, ni remplacer le gouvernement. Ce qu'ils veulent, c'est accélérer le développement de l'Afrique. Et quelque part, il y avait une formule que j'aimais bien, que j'ai reprise dans mon bouquin, c'était on veut redévelopper le développement. Et quelque part, quand on regarde par rapport à la corruption, le Nigeria, qui est l'un des pays effectivement où les problèmes de corruption sont les plus vifs, c'est à partir d'un hackathon, donc c'est une compétition de start-up en 2011, de quelques geeks qui sont retrouvés, qui ont fait une application qui s'appelle Budget IT, qui consistait en fait à apprendre aux Nigériens à connaître leur constitution. Aujourd'hui, cette start-up, elle a sensibilisé 750 000 Nigérians. Et là, on se dit que quelque part, le numérique peut permettre effectivement d'apporter des éléments de transparence, de démocratisation, là où les États finalement sont quelque peu faillis. Alors ces startups africaines, c'est assez fascinant, cette efficacité, cette mobilisation. Quelle différence y a-t-il avec un autre haut lieu de l'explosion numérique? Je pense à la Californie, la Silicon Valley. Est-ce qu'il y a des Silicon Valley en Afrique actuellement? La différence principale, et ça c'est dans ma partie 1 que je théorise un petit peu, c'est que alors on a un peu cette image d'Épinal de la Silicon Valley qui se serait créée dans un garage avec des Steve Jobs, ça c'est très vrai, mais la véritable origine de la Silicon Valley, c'est l'État, c'est le complexe militaro-industriel, ce sont les universités, finalement c'est le secteur public. En Afrique, et c'est ce que j'appelle l'innovation organique,
les entrepreneurs créent leur propre écosystème, ils créent leurs propres incubateurs, parfois ils créent même leur propre fonds d'investissement et l'État vient après. Les entrepreneurs arrivent avant les États. Et ça, c'est véritablement une spécificité africaine, c'est que ce sont les startups, les entrepreneurs qui créent leurs propres écosystèmes. Même lorsque l'État leur met des bâtons dans les roues, ils arrivent à avancer. Et finalement, on l'a vu à Lagos, j'aurais pas le temps de le développer, mais la puissance publique vient après, elle accompagne ce que les entrepreneurs ont entrepris d'abord. Alors évidemment, ces startups africaines, ce numérique qui explose en Afrique, ça crée des emplois. Et vous décrivez dans ce livre le rôle très efficace d'une école supérieure privée en Tunisie, Esprit. Oui, alors tout à fait. Alors Esprit, c'est à la fois une université d'excellence qui crée en fait des talents du code et qui héberge un incubateur, notamment pour répondre aux défis sociaux et créer des startups qui créent des emplois. Et quelque part, et ça c'était lorsque j'étais à Esprit et que je parlais avec le directeur de l'incubateur, il expliquait que l'entrepreneuriat, la tech, c'est pas un gadget. Ça doit être utilisé, contextualisé pour répondre à des défis sociaux présents. Le chômage, parfois même le terrorisme également, la question qu'on a évoquée de l'environnement, la question de la santé. Et quand par exemple je parlais avec une start-up nigériane qui a créé hotels.ng, c'est un peu le Airbnb nigérien, qui lui a créé des centaines d'emplois et qui recrute chaque semaine, il expliquait qu'une start-up africaine qui réussit, elle a fondamentalement une responsabilité sociale. Elle doit recruter, elle doit transmettre son succès aux plus jeunes, elle doit servir d'exemple. Et puis très significatif, vous racontez dans ce livre le voyage en Afrique en septembre 2016 de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Parce que pour Facebook, l'Afrique, c'est en fait la seule perspective de croissance. Le hasard du calendrier, c'était le 1er septembre 2016, le jour même où Mark Zuckerberg était au iHub, qui est le principal incubateur de Nairobi, j'y étais. Ouais. Et en fait, après, j'ai suivi cette visite et j'en ai fait une enquête en trois séries pour Le Monde. Au-delà, alors effectivement, il y a ce côté un peu buzz où Mark Zuckerberg vient en Afrique, c'est le sacre de la tech africaine, mais au-delà, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il venait aussi annoncer le lancement qui n'a pas pu aboutir de son satellite pour apporter l'Internet des GAFA en Afrique. Oui, au moment où il était là, ce satellite a été lancé et puis il a explosé. Il a explosé sur son voilà, ouais. Il a Cap Canaveral et d'ailleurs c'était la fusée d'Elon Musk. Et là, c'est ce que j'explique dans ma 4e partie, c'est que finalement les startups, le fait qu'elles apportent des solutions, maintenant il faut passer à l'échelle. Il faut que les États soient là pour les aider et quelque part pose aussi la question de est-ce que l'Internet africain pourra émerger ou est-ce qu'il va être quelque part tôt ou tard phagocyté par l'Internet des GAFA. Et Mark Zuckerberg a voulu lancer, donc on a gagné un peu de temps, mais il va relancer un satellite. Elon Musk est déjà en train de créer une armée de milliers de satellites qui vont planer au-dessus d'Afrique pour apporter un Internet avec des rayons laser. Et la question qui se pose, c'est est-ce que demain l'Internet africain, organique, restera africain ou est-ce qu'il va être privatisé par les GAFA? Samir Abdelkrim, je rappelle le titre de ce livre, Startup Lions au cœur de l'African Tech, comment la révolution numérique africaine transforme le continent et change le monde. On est quand même très très loin de l'image qu'on peut avoir, nous, en Europe, de l'Afrique, lorsqu'on voit tous ces réfugiés, ces milliers de personnes qui risquent leur vie pour quitter ce continent, qui a des possibilités formidables. C'est 3 ans de travail, c'est 3 ans de terrain et quelque part il y a aussi ce qu'on mentionne moins et dont je parle dans le livre, c'est le retour des talents africains, ce que j'appelle les disrupteurs, c'est ces diasporas qui veulent disrupter l'innovation, qui font le chemin inverse et par vague entière des Africains originaires d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est, d'Afrique du Nord, des Maghrébins qui ont fait les meilleures études en Europe, dans la Silicon Valley, ailleurs et qui décident de revenir en Afrique pour créer des startups, pour transmettre leur savoir-faire, pour coacher, pour mentorer, pour investir aussi en tant que business angel. Et ça, c'est aussi un mouvement de fond qui prend de l'ampleur dont on ne parle pas suffisamment, effectivement. Samir Abdelkrim, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Un jour dans le monde sur France Inter ce soir. Et bonne année. Merci. France Inter. Pierre Veille. Un jour dans le monde. Et à suivre dans la prochaine demi-heure, Good Cop, Bad Cop. Rosalie Lafarge, bonsoir. Bonsoir. L'environnement, les COP se succèdent et les nouvelles sont pas très bonnes. Oui, on va essayer de faire le bilan de 2017 sur le front du réchauffement climatique et puis surtout on va tenter de voir ce qu'il faut faire en urgence en 2018 et tout ça avec le climatologue Jean Jouzel. Et puis Antoine Gignot est en ligne avec nous, il sera avec nous dans une vingtaine de minutes, notre correspondant à Londres. Bonsoir Antoine. Bonsoir.
La Grande-Bretagne qui vit un moment assez étonnant. Elle se passionne pour un homme qui l'aide à surmonter le traumatisme du terrorisme. Oui, un ancien ouvrier, fabricant de saucisses, devenu le poète le plus célèbre d'Angleterre. Je vous raconte ça tout à l'heure. Vers 7h-5, 18h55. Et voici Eclipse, c'est l'extravagante imitation de voix, de sons, d'instruments de musique réalisés par Eddie Blondeau. Ça s'appelle We Are Trained. Quel travail! Hear me now, life gets unpredictable. Ooh, I swear bigger to go, and that's the better I should, because we are trained. We are trained, trained for the cause. I'm coming for you, home run, yeah, I'm gunning for you. Ooh, ready when I shoot, knock it down every time, 'cause we are trained. Yeah, we are trained, trained for the cause. I'm coming for you, home run, yeah, I'm gunning for you. Oh, ready when I shoot, knock it down every time, 'cause we are trained. Yeah, we are trained, and then we got it like that. Oh yeah, we got it like that. Les musiques qu'on aime sur France Inter, Eclipse, We Are Trained. Power Hit Radio. Magic FM. This interview, please, for 60 minutes. Sous les radars de l'actualité internationale, elle les voit toutes ces nouvelles un peu bizarres, un peu étonnantes, c'est Florence Paracuelos. Alors Florence, on commence par Hong Kong, où la rue se mobilise de nouveau contre Pékin. C'était hier dans le centre-ville des milliers de Hongkongais contre l'ingérence de la Chine, contre une décision très concrète en l'occurrence qui concerne la gare de Hong Kong. Elle reliera cette année Canton et Shenzhen dans le sud de la Chine grâce à une nouvelle ligne à grande vitesse. Et Pékin, du coup, a prévu de contrôler une partie de la gare avec un bureau des passeports et des policiers chinois à demeure, avec la bénédiction également du gouvernement pro-chinois de Hong Kong, ce qui est insupportable pour les militants pro-démocratie, pour un jeune homme en particulier, Joshua Wong, 21 ans, visage toujours poupin, c'est l'un des héros de la révolution des parapluies, vous en souvenez, en 2014, condamné à 6 mois de prison, il a fait appel, il est en liberté sous caution et dans la rue. 2017 nous a permis de surpasser notre peur du président Xi. En 2018, il est temps de nous réorganiser.
pour nous défendre et pour reconquérir ce que Pékin nous a pris. Voilà ce qu'il dit, le héros de la révolution des parapluies. 2018 sera-t-elle l'année de la reprise de la contestation à Hong Kong, 20 ans après sa rétrocession par la Grande-Bretagne à la Chine? C'est ce qu'on verra dans les mois qui viennent. Florence Paracuelos, plus près de nous à Bruxelles, des SDF s'abritent sous des cartons. Oui, mais pas comme le font les sans-abri habituellement. Des cartons, ces cartons en l'occurrence sont des sortes d'abris pliables façon origami distribués par une association, des tentes en carton imaginées par Xavier Van der Stappen qui se désole de voir autant de sans-abri dans la capitale belge. Ça fait appel à des cartons recyclés. Ils sont assemblés dans un atelier de la prison de Lantin et donc ça coûte relativement peu d'argent. C'est assez facilement transportable. Les personnes, donc les bénéficiaires peuvent les placer dans des endroits durant la journée, les récupérer pour dormir la nuit, vu qu'ils n'ont pas accès à toutes les gares durant la nuit. Et donc voilà, c'est un système tout simple de pliage de papier qui existe. C'est un art japonais du pliage de papier. Et on a décidé au fond d'utiliser ce type de choses. Peut-être que ça évoluera vers une autre forme, vers d'autres matières aussi dans le futur. C'est un début. Une vingtaine de cartons devaient être distribués dans un premier temps. 2600 personnes vivent dans la rue à Bruxelles, sans compter les réfugiés. Alors ces tentes en carton, c'est sans doute la façon la plus modeste de s'attaquer au problème. Sur Facebook, les Bruxellois s'émeuvent de cette solution sparadrap alors qu'il y aurait tant de logements vides dans la capitale belge. Enfin, Florence, depuis hier, on peut acheter et fumer légalement de l'herbe. On peut aussi boire de la bière et rentrer chez soi gratis. En Californie, Pierre, oui, grâce à une loi votée à l'unanimité à l'Assemblée californienne, les producteurs de bière vont pouvoir offrir aux buveurs des trajets gratuits en taxi ou en VTC sous forme de bons distribués dans les bars. Quelle aubaine! Ça va évidemment donner envie de se faire resservir, ce que n'ont pas manqué de noter les associations de lutte contre l'alcoolisme. L'alcool tue chaque année 10 000 personnes en Californie et coûte 35 milliards de dollars par an à la collectivité. L'ivresse au volant, selon ces associations, c'est seulement une petite partie du danger. Mais business is business au pays de la Budweiser. Et boire ou conduire, les Californiens n'ont même plus besoin de choisir. Florence Paracuelos dans Un jour dans le monde sous les radars de l'actualité internationale. Merci Florence, à demain. France Inter. Le 18-20. Un jour dans le monde. Et le reportage ce soir, c'est en Chine. À quoi s'amusent les Chinois quand ils ont du temps libre? Est-ce que les traditions se perpétuent malgré la modernisation exceptionnelle de la Chine? Réponse oui. Balade dans les parcs et les quartiers traditionnels de Pékin avec notre correspondante Dominique André. Bonsoir à tous. Oui, pour découvrir les passions ou les jeux des Chinois, il suffit de se rendre dans les parcs de Pékin, tout simplement. C'est là qu'ils dansent, qu'ils chantent, qu'ils font du tai chi et qu'ils jouent au yo-yo. Le yo-yo, c'est l'un des jouets les plus anciens du monde. Vous connaissez le principe. 2 disques réunis par un axe que l'on fait monter et descendre sur un fil. C'est le passe-temps et le sport de Monsieur Gao, jeune retraité de 60 ans, que nous avons rencontré au parc des Collines Parfumées. Pour plein de sports, il faut du terrain. Celui-là, non. Dès que tu as une petite place, tu peux t'y mettre. C'est un passe-temps qui permet de travailler les jambes, le dos, les épaules, les bras et tout. En plus, il n'est pas violent. C'est facile de contrôler ton corps. J'ai fait du vélo avant. Si je compare, c'est le Zhangzi qui est le mieux. Il ne fait pas froid du tout aujourd'hui. Je viens même quand il neige. Reviens me voir le jour où il neigera. Tu verras, on est tous là. Le sport ne doit pas être perturbé par le temps. Tous ces jeunes qui me posent des questions me font rire. Pourquoi tu fais ceci? Il n'y a pas de pourquoi. Je suis toujours en forme. À mon âge, faire du sport, c'est bon pour la santé. Les Chinois aiment chanter partout dans les karaokés. Ils aiment aussi se donner en spectacle dans les parcs devant des amis ou même des inconnus, sans complexe, comme Madame Li. Oui, je viens chanter tous les jours. Le matin, j'envoie mon petit-fils à l'école. Puis je viens faire mon exercice au parc Jinglong. Ensuite, je rentre préparer le déjeuner. Et l'après-midi, je reviens ici prendre mon cours de chant avec ma prof. À chaque fois que je chante, ça me met de bonne humeur. C'est très agréable. Je suis heureuse, ça me met en forme. Quand je travaillais, j'avais trop de pression. C'était très fatigant. J'avais le temps de rien faire. J'ai commencé à apprendre à chanter il y a quelques mois. J'ai plein de plaisir.
Ça, c'est le Jianzi, très populaire, le jeu du volant qui a plus de 2000 ans en Chine. Le principe, il faut garder le volant, qui est décoré avec des plumes colorées, en l'air le plus longtemps possible, en s'aidant des pieds, des jambes, du torse, mais sans jamais le toucher avec les mains. Il y a des compétitions de Jianzi en Chine. On peut jouer sur un terrain de volley, mais Madame Gao joue dans les hutong, les dernières rues traditionnelles de Pékin. Ça fait 1 an et demi que je joue. Il n'y a pas de règlement. Il faut que tu sois bien quand tu envoies le Jianzi chez les autres. C'est mieux que ça soit agréable. Le Jianzi, c'est bien pour les jeunes comme pour les gens âgés. Tu peux jouer seul ou en groupe, maximum de 5 personnes. C'est très amusant. À partir de 6 joueurs, c'est trop. Si tu n'as pas de problème avec les jambes et les pieds, tu peux y aller. Il n'y a pas vraiment d'âge limite. Ici, on voit des gens de 60, 70 ans. Les plus jeunes que j'ai vus, ce sont des gens de 18 ans. C'est magnifique. On s'amuse beaucoup, c'est ça le plus important. Savez-vous qu'il y a en Chine des millions et des millions de fans de combats de grillons? C'est une occupation extrêmement ancienne. Il y a même un comité des insectes chantants avec un secrétaire général, Monsieur Zhao, qui a une boutique remplie de sauterelles et de grillons à Chelireux, dans le sud de Pékin. Ce n'est pas que les Français ne savent pas faire de combat de grillons. Aucun pays au monde n'en fait, à part les Chinois. Pour les Chinois, s'amuser avec les grillons, c'est un passe-temps qui date de la dynastie des empereurs Tang. Les Chinois adorent ça. Ils aiment entendre leur chant et voir les combats. Le combat de grillons consiste à regarder qui des deux grillons va gagner ou perdre. Ils ne se mordent jamais à mort. Je vous explique. Il y a 4 sortes de combats chez les grillons. Le premier, c'est le penku. Un des deux grillons s'enfuit après le premier contact. Ça se passe très rapidement, comme si l'autre avait soufflé sur lui. Le beiku. Un grillon renverse l'autre et le met sur le dos. Le liuku. Après la rencontre des deux grillons, les deux se tiennent la bouche avec leurs pattes. Aucun ne veut lâcher en premier. Le coucou. Dès le premier contact, là où les deux grillons se retrouvent sur le dos. On dirait la forme de la tour Eiffel. Puis un grillon jette l'autre en l'air. J'ai une préférence, c'est pour la diva des sauterelles, le guoguo. C'est elle qui gagne tous les concours de chant en Chine. Et le plus chic, c'est de mettre une guoguo dans une petite boîte en bambou, puis dans la poche de son manteau. Son chant vous réchauffe le cœur, disent les vieux Pékinois. Peut-être une idée de cadeau en cette fin d'année. Pourquoi pas. Dominique André, notre correspondante permanente à Pékin, à réécouter sur le site franceinter.fr. Il est 18h43. France Inter. Climate change is real. Pierre Veille. It is happening right now. Let us not take this planet for granted. Un jour dans le monde. Good cop, bad cop, l'environnement avec Rosalie Lafarge. Rosalie, encore une année record sur le front du climat. Malgré les grands discours, les COP et les sommets, on n'arrive pas à limiter le réchauffement de la planète. 2 ans après l'accord de Paris et l'engagement de 195 pays à limiter la hausse des températures mondiales à 2 degrés, on est encore loin, très loin du compte. Et l'année 2017 n'a pas manqué de nous le rappeler. Oui, 2017, année très chaude, sans doute l'une des plus chaudes depuis qu'on fait des relevés. Sans confondre météo et climat, 2017, c'est aussi toute une série de phénomènes climatiques extrêmes, sécheresse, ouragans, inondations. Et puis 2017, c'est encore l'année où on aura vu repartir à la hausse les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est plus qu'inquiétant pour le climatologue Jean Jouzel. C'est alarmant. D'abord, si on regarde le gaz carbonique, c'est le principal gaz à effet de serre. Les émissions de gaz carbonique avaient stagné en 2014, 2015, 2016 et en 2017, elles ont de nouveau augmenté de l'ordre de 2%, en particulier à cause d'augmentation des émissions en Chine. Donc on espérait, et si on veut vraiment limiter le réchauffement climatique, c'est ce qu'il faudrait, atteindre un pic d'émissions d'ici 2020, eh bien c'est, je crois, un espoir qui disparaît parce que ces émissions recommencent à augmenter. Les nouvelles ne sont pas meilleures du côté du méthane, autre gaz à effet de serre. Pour Jean Jouzel, comme pour de nombreux spécialistes, il est grand temps d'agir, mais d'agir vraiment. En supposant que tous les pays, y compris les États-Unis, tiennent leurs engagements dans le cadre de l'accord de Paris, nous allons vers des réchauffements de 3,5 degrés à la fin du siècle. C'est énorme, c'est un climat complètement différent de celui d'aujourd'hui. C'est difficile à faire comprendre, mais c'est un peu comme la température de notre corps. 1 degré de plus, eh bien c'est, disons, le sang, 2 degrés de plus, on est malade, mais 3 degrés de plus, quand on arrive à 40 degrés, eh bien c'est quelque chose de très important. Alors comment faire pour éviter la surchauffe ? Il faut limiter ces émissions de gaz à effet de serre et pour ça on doit jouer sur plusieurs tableaux, à commencer
par la production d'énergie. L'idéal pour la planète serait de renoncer au charbon, au pétrole et au gaz. Jean Jouzel. Il nous faut laisser pratiquement l'essentiel des combustibles fossiles facilement accessibles dans le sous-sol, là où ils sont. En gros, nous n'avons qu'une vingtaine d'années d'utilisation des combustibles fossiles au rythme actuel. Oublier les fossiles et mettre l'accent sur les renouvelables, mais aussi apprendre à limiter notre consommation, ce qui passe entre autres par la rénovation énergétique des bâtiments et par une certaine sobriété. Mais l'énergie n'est pas le seul levier d'action. Nos façons de nous alimenter et de nous déplacer jouent elles aussi sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est donc un changement profond de nos modes de vie qui semble nécessaire. Problème, Rosalie, ce changement, il tarde. Et pourtant, une nouvelle étude publiée hier nous explique encore que même si on limite le réchauffement à 2 degrés, au moins un quart des zones terrestres vont devenir considérablement plus sèches. Alors pourquoi ça tarde? Peut-être parce qu'il y a aussi derrière tout ça des questions d'argent, notamment, et c'était l'enjeu du One Planet Summit organisé près de Paris le mois dernier, notamment pour aider les pays en voie de développement à sauter la case pollution. Nous ne pouvons pas respecter l'objectif de degrés si les pays en voie de développement se comportent comme nous nous sommes comportés au cours des 50 dernières années. Alors c'est dur à leur dire, mais la façon de leur dire, changez aussi de mode de développement, développez-vous, mais sur un modèle sobre en carbone, eh bien c'est de les aider à le faire. C'est un peu l'objectif de l'accord de Paris et je regrette que ces 100 milliards promis par les pays développés pour aider les pays en voie de développement à lutter contre le réchauffement climatique et s'y adapter à partir de 2020, 100 milliards chaque année, on ait autant de difficultés à les mettre sur la table parce que c'est essentiel. Le respect des engagements pris à Paris, il en sera question à la fin de cette année en Pologne au moment de la COP24. Elle doit fournir une sorte de bilan d'étape et établir des règles de mise en œuvre de cet accord de Paris. Mais on en parlera certainement dès l'automne avec le rapport attendu du GIEC. Le groupe d'experts climat de l'ONU doit dire si, oui ou non, il est possible de limiter le réchauffement à 1,5 degré plutôt que 2 degrés, ce que souhaitent les pays les plus vulnérables face au changement climatique. Good cop, bad cop, Rosalie Lafarge. Merci Rosalie. Il y a 2 ans, Alani nous surprenait dans le bon sens avec son blues jazzy old-fashioned kiss. Ba-ba-dum, 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 ba-dum, ba-ba-dum, 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 ba-da-bum, ba-da-bum. Just an old-fashioned kiss. It gets me hot even in winter. How can I resist? Oh, how you tease me. A simple kiss upon my cheek. It makes my knees a little weaker. Your lips are like a spring. Morning dew on a red rose. Kissing me quick, kissing me hard. Make it slow, make it sound. Cheek to cheek, heart to heart. Just as long as you keep me close and caress me in the park, smooch me up in the taxi, and those lingering hugs. You got me in paradise, and I'm feeling love, so much love, and you give me those lips. Don't ever stop, but don't stop. Voilà, un baiser démodé, c'était Alani, il y a 2 ans, 18h50. France Inter, un jour dans le monde. La revue de presse des correspondants d'Inter. D'abord Grégory Phillips qui est à Washington. Bonsoir Grégory. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous avez trouvé le portrait de ces enfants enrôlés par l'alt-right américaine, la droite ultra-conservatrice. Ils ont une dizaine d'années, ces enfants, et ce sont les parfaits petits porte-parole de l'électorat le plus conservateur.
Oui, ce que Newsweek appelle les Trumps Minimi, les mini-mois de Trump. Le magazine en a suivi 2. Elle s'appelle Millie March, lui Cole McMafferty. Tous les deux ont 12 ans et les vidéos qu'ils publient sur les réseaux sociaux ici aux États-Unis font des centaines de milliers de vues. La fille et le garçon parlent comme Trump, sont comme lui, très à l'aise face aux caméras. En décembre, on a vu la jeune Millie en Alabama interviewer le juge ultra-conservateur et controversé Roy Moore. Vous savez, Pierre, cette élection sénatoriale, on en avait beaucoup parlé sur Inter. Millie et Cole sont les petites célébrités de l'alt-right américaine. Dans leurs vidéos, ils dénoncent l'immigration, la globalisation, réclament la construction du mur à la frontière mexicaine. On les voit aussi régulièrement sur Fox News. Newsweek précise que le Parti démocrate a déjà utilisé aussi un enfant en 2016 pendant la campagne présidentielle, mais pas avec un tel écho, il faut bien le dire. Les minimis de Trump à découvrir dans le Newsweek daté du 5 janvier. Grégory, il y a un peu plus de 3 mois, l'ouragan Maria dévastait l'île de Porto Rico. Vous vouliez nous parler de cette enquête publiée par le New York Magazine? Oui, parce que c'est vraiment un document. D'abord, il y a les photos en noir et blanc du reporter Matt Black de l'agence Magnum qui sont vraiment incroyables. Et puis surtout, ce constat dressé par le magazine, l'ouragan Maria en dévastant Porto Rico le 20 septembre dernier a sans doute fait plus de morts que Katrina en 2005. Vous savez que les premiers jours, l'administration Trump a été accusée de négligence vis-à-vis de ce territoire rattaché aux États-Unis. Le premier bilan officiel faisait état d'une 50aine de morts, mais la réalité est beaucoup plus sombre. L'ouragan, puis l'absence d'électricité pendant des semaines, les hôpitaux détruits, tout ça réuni fait que l'ouragan a sans doute fait plus de 1800 morts, plus que Katrina. Aujourd'hui encore, plus de 100 jours après son passage, un habitant sur 2 sur l'île n'a pas d'électricité. Grégory Phillips, enfin dans la presse américaine, vous avez repéré la visite de cette prison de haute sécurité située dans le Colorado, présentée comme l'établissement pénitentiaire le plus sécurisé du monde. Oui, c'est à lire dans le magazine ID, je fais très vite, portrait de la prison la plus sécurisée au monde. Elle se trouve à Florence, dans le Colorado, à 2 heures de Denver. 3200 détenus, dont 500 condamnés à mort. 408 d'entre eux sont placés à l'isolement le plus complet, ce qui d'ailleurs, rappelle le magazine, est assimilé à de la torture. Les terroristes, les criminels les plus dangereux du pays sont regroupés là, dans cette prison baptisée l'Alcatraz du Colorado, dont personne ne s'est jamais évadé. Merci Grégory Phillips, en direct de Washington. Et là, on retrouve Quentin Dickinson ce soir, loin des palais de l'Europe à Bruxelles, Luxembourg ou Strasbourg. Quentin, où êtes-vous en ce moment ? Eh bien, vous me surprenez en pleine escapade dans le Tyrol autrichien, à quelques kilomètres de Vienne, au fond d'une vallée encaissée, à moitié ensevelie sous la neige. Voilà. Et Quentin, vous en avez profité pour parcourir la presse autrichienne. De quoi parle-t-on dans cette presse ? Eh bien, Pierre, il y a un événement qui retient l'attention tout particulièrement de nombre de nos confrères ici. Un événement pas franchement imprévu, puisqu'il s'agit du traditionnel et 76e concert de Nouvel An à la Philharmonie de Vienne. Vous avez d'ailleurs pu l'écouter hier, retransmis en direct à l'antenne de nos collègues de France Musique. La raison de cet intérêt pour ce festival annuel de musique centré sur la valse, c'est que le maestro italien Riccardo Muti, dont la photo en pleine action fait la une du Tiroler Tageszeitung, a fait savoir que l'année prochaine, eh bien, il ne dirigerait pas une 6e fois ce concert. Il souhaite fêter auprès des siens son 50e anniversaire de mariage. La consternation est considérable dans ce pays où l'on est obsessivement attaché aux repères immuables et où l'on se méfie de tout changement. Mais ce petit pays alpin d'à peine 8 millions d'habitants compte 14 quotidiens. Alors, sans ordre, voici ce qu'on découvre en vrac en les ouvrant les uns après les autres aujourd'hui. Dans 10 presseux, le chômage baisse et le gouvernement en profite pour baisser en parallèle les cotisations au fonds d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Dans Der Standard, selon une étude sérieuse, un Autrichien sur 5, c'est beaucoup, est surqualifié pour l'emploi qu'il occupe. Dans Heute, avis de tempête pour cette nuit et demain au niveau le plus élevé sur une grande partie du pays. Dans la Kleine Zeitung, enfin, la consommation d'essence en 2017 en Autriche a stagné, mais celle du diesel a véritablement explosé. Quentin, mais l'Europe n'est pas absente dans les médias autrichiens aujourd'hui. Non, en effet, je n'y échappe pas. Le chancelier Sebastian Kurz, qui a 31 ans, donne des airs de vieux à Emmanuel Macron, s'est allié, lui, le démocrate chrétien, au national-populiste de la FPE, au sein de la coalition au pouvoir au niveau fédéral. Monsieur Kurz jure que son gouvernement sera pro-européen, mais tous les postes de ministres régaliens sont allés à des membres de la FPE. Et nos confrères du quotidien Die Presse publient aujourd'hui un entretien avec le ministre à la chancellerie, lequel dit haut et fort que l'Union européenne ne doit pas se mêler de tout et que, d'autre part, la décision de transférer l'ambassade d'Autriche en Israël de Tel Aviv à Jérusalem appartient au FPE.
Parallèlement, le chef de ce parti-là déclare que l'Autriche doit rejoindre le groupe des 4 pays d'Europe centrale qui refusent de recueillir des réfugiés. Enfin, le Standard publie la photo du chancelier Kurz conversant lors du Conseil de Nouvel An précisément avec son homologue néerlandais Mark Rutte qu'il cherche à gagner à ses causes. Nul doute que ces nouvelles venues de Vienne ne fassent pas particulièrement plaisir à Bruxelles où l'on rappelle que dans un an exactement, ce sont les Autrichiens qui héritent de la présidence semestrielle tournante de l'Union européenne. Mais le grand titre du Tiroler Tageszeitung, lui encore, apporte une autre information. La Commission européenne vient d'autoriser l'Autriche à limiter à 300 poids lourds par heure le transit par ses autoroutes alpines contre l'avis de l'Allemagne. L'Europe aurait donc malgré tout du bon pour les Autrichiens. La revue de presse internationale avec Quentin Dickinson en direct d'Autriche. Merci Quentin. La dernière page d'un jour dans le monde, Antoine Gignot à Londres est en direct avec nous. Antoine, au Royaume-Uni, on va découvrir l'histoire d'un ouvrier fabricant de saucisses devenu le poète le plus célèbre d'Angleterre, un habitant de Manchester qui a aidé les Anglais à tourner la page des attentats. Oui, il se fait appeler Longfellow, le gars un peu grand à cause de son mètre 96, mais son vrai nom c'est Tony Walsh et s'il est aujourd'hui incontournable, c'est parce que l'un de ses poèmes vient de faire le tour du monde. This is the place. This is the place, c'est le titre de ce texte. Hommage à la ville de Manchester, texte écrit en 2013, passé un peu inaperçu à l'époque, mais qui est devenu, après l'attentat du mois de mai dernier, une sorte de manifeste, parce que Tony Walsh a été invité à le lire en public, juste après les attaques, pendant la cérémonie d'hommage aux victimes. Et c'est devenu une sorte de prière, une sorte de revendication collective. Je vous lis un extrait. C'est ici que les nôtres sont venus travailler. Ils toussaient sur les pavés, dans le son assourdissant des machines fumantes. Ils nous ont laissé un esprit, une façon de se connecter, une façon de survivre, une façon de créer. Le livre, publié dans la foulée, a permis de récolter près de 180 000 € pour aider les associations de victimes. Et les mots de ce poème sont aujourd'hui partout, sur des t-shirts, sur des tasses de thé. Je croise même, c'est le poète qui le dit, je croise même des gens qui se sont fait tatouer mon texte sur le bras ou sur le dos. Antoine Gignot, c'est un changement radical. Parce que Tony Walsh n'avait jusqu'ici publié qu'un seul recueil de textes, il ne s'était produit que dans quelques festivals, après avoir multiplié les petits boulots à la poste, dans une boulangerie, dans une usine de fabrication de saucisses, et il est maintenant demandé partout, dans les festivals, sur les salons des livres, sur les plateaux de télé aussi. Mon avenir est assuré, dit-il, et il annonce depuis ce matin qu'il va céder tous ses droits à la ville de Manchester et à la fondation Forever Manchester, les MJC, les bibliothèques, les écoles, les universités, tous les établissements publics vont pouvoir utiliser le texte gratuitement. Pour les autres, notamment les entreprises privées, ce sera payant. Et l'argent sera utilisé pour la population, pour tourner définitivement la page des attentats. Alors justement, Antoine, 7 mois après l'attaque de Manchester, est-ce que les Britanniques ont tourné la page de l'année 2017 et des 5 attentats qui se sont produits cette année ? Ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet qui reste vraiment présent. Même la reine, dans son message télévisé le jour de Noël, a parlé de ces attaques qui ont coûté la vie au total à 41 personnes. Il y a régulièrement dans les journaux les témoignages des rescapés pour porter le message de résilience. Ce matin, encore dans les tabloïds, il y avait le portrait d'un homme touché par 22 impacts des boulons, des éclats de métal lors de l'explosion de Manchester. Les actions pour les familles de victimes continuent. Et puis, les 2000 peluches qui avaient été déposées, rappelez-vous des images sur la place Sainte-Anne au centre de Manchester en hommage aux victimes. Elles ont été récupérées, nettoyées, réparées et données à des enfants défavorisés. Même l'adjointe au maire de Manchester le dit, il faut prendre cette énorme famille de nounours et aller de l'avant. Là aussi, c'est presque de la poésie. Antoine Gignot à Londres.